Donc, je vais vous présenter un diaporama. Donc, c'est un diaporama de 25 ans de pratique de la biodynamie, avec tout ce qui en découle. Donc, les erreurs qu'on a fait, ce qu'on a recherché, ce qu'on a. Alors, je suis pas très doué au niveau de l'informatique. Vous verrez, je suis meilleur en soudure. Donc, vous m'excusez si c'est pas toujours net ou si c'était pas toujours voilà. Donc, je vais essayer de faire marcher ce truc-là. Donc, d'abord, hop, c'est parti. Alors, donc d'abord un tout petit historique. Donc nous sommes revenus avec mon épouse en 1982 sur le domaine familial. Donc c'est un domaine qui appartenait aux parents de Pierrette, qui étaient en cave coopérative et en viticulture, on va dire conventionnelle. Mon beau-père est tombé malade, il avait malheureusement un cancer, donc il a fallu qu'on décide ce qu'on faisait. Soit on arrêtait nos études et on laissait courir le domaine, soit on reprenait. Donc on a décidé de revenir, de reprendre. Donc de 82 en 85, mon épouse a travaillé avec ses parents et moi je travaillais à l'extérieur puisque donc 5 hectares dans le Mâconnais pour vivre à deux familles, c'était pas possible. En 85, mon beau-père allait de moins en moins bien, donc on a décidé de sortir de la cave coopérative pour faire le vin chez nous. C'était quand même un but, hein. Voilà. Et donc et on a créé le cuvage puisque la dernière fois qu'il y a eu du vin à la maison, c'était en 1929. Donc à la création de la cave coopérative, voilà. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en 82, quand on est revenu, donc Pierrette faisait tout ce qui était dans les vignes et moi, donc quand j'avais un peu de temps, je faisais tout ce qui était tracteur. Et la maladie de mon beau-père nous avait quand même un petit peu interpellés, donc on avait déjà commencé à faire à arrêter tout ce qui était produits chimiques. Donc on était revenu au soufre, on était revenu à la bouillie bordelaise, on avait arrêté les insecticides. Simplement, comme j'étais pas sur le domaine en permanence, on faisait encore 1 ou 2 traitements curatifs au niveau de l'herbe, parce que j'ai pas le temps de tout faire. Donc on faisait que du défanant, mais on en faisait encore un petit peu. En 89, la cave tournait, on a commencé à avoir un peu plus de temps, donc on a transformé tout le domaine en culture biologique. Voilà, donc jusque-là, ça allait pas mal, donc on s'est remis au labour et compagnie. Mais le problème, c'est que ça nous convenait pas vraiment, et en fait, pour nous, bon, c'est méchant ce que je veux dire, mais la biologie, c'était un peu une chimie propre, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une tonne d'engrais chimiques, on mettait quand même une tonne d'engrais biologiques, mais c'était quand même une tonne. Et là, il y avait quelque chose qui clochait, et ça, voilà, ça nous interpellait. Et malheureusement, donc en 91, on a entendu dire que dans la région de Cluny, il y avait un domaine qui se créait, avec 3 personnes voilà, qui s'installaient à Château. Donc il y avait Pierre Masson, René Becker et Daniel Cagnou. Et malheureusement, nos ennuis ont commencé à ce moment-là parce qu'on a décidé d'aller voir Pierre. Pierre nous a reçus une matinée. Voilà. Ça s'est très bien passé. Il a déjà à cette époque-là, il passait du temps à essayer de parler avec les gens. Et à midi, on a parlé ensemble et Pierre m'a dit qu'est-ce que vous faites? Et il dit on y va. Donc on a reconverti tout le domaine. Sur un coup de tête, voilà, en biodynamie. On a commencé le premier compost en 91 avec Pierre, donc c'était au moment des vendanges. Et voilà, c'était parti, l'aventure a commencé. Donc de 91 à 96, on a un peu galéré. Bon, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais les résultats étaient là, mais c'était pas... Voilà. Et en 96, on a fait la deuxième rencontre qui, elle, a fini de nous achever. Donc c'était une conférence chez Nicolas Joly, il y avait encore quelques gens qui sont là, donc dont Jacques et compagnie. Et là on a rencontré Alex Podolinsky. Alors Alex, ça a été, j'en reparlerai un peu plus tard, bon, mais Alex, ça a été vraiment le déclic, parce qu'en fait c'est la première personne qui nous a dit mais vous êtes en monoculture, c'est vrai, vous n'êtes pas ceci, mais bon, vous avez un domaine, il est tel qu'il est, et on va travailler comme ça. Par contre, on va faire les choses d'une façon très précise et très très cartésienne et vraiment d'une façon impeccable. Voilà, donc en 96, Alex est venu une première fois. Il est surtout venu en 97, où l'on a mis plus de temps. Et on a attaqué en 97 avec le premier passage de la 500P. Je crois qu'on est le premier domaine, hein, Pierre, à avoir passé la 500P en France. Voilà, le premier cobaye. Ouais. Donc vous voyez, dans notre démarche, ça a été toujours sur des coups de tête, nous. Hein. C'est toujours un coup de tête, et quand on y va, voilà. Donc depuis 97, voilà, on a fait ça. Donc on a fait beaucoup d'essais entre 97 et 2004. Malheureusement, en 2004, mon épouse a eu un grave accident, elle a fait un AVC, donc elle s'est retrouvée hémiplégique pendant quelques temps. Donc là, ça a mis un gros frein à nos essais. Donc vous allez voir, il y a une petite période. C'est pas pour ça qu'on a arrêté la biodynamie, hein, mais on a fait un gros frein à nos essais. Et là, depuis 2013, notre fille unique et préférée, donc Sophie, est revenue sur le domaine. Après une formation très cartésienne, mais l'avantage, c'est qu'elle a passé 6 mois chez Alex, qui l'a un peu déformée. Voilà. Et donc, voilà, Sophie est tombée dans la marmite et depuis 2013, on a rattaqué pas mal d'essais, pas mal de choses nouvelles. Voilà, donc là, on va attaquer les choses sérieuses. D'abord, je vais vous montrer quelques photos du domaine, comment on l'a récupéré. Voilà. Donc ça, c'était en 82.
Voilà, vous voyez, c'était un domaine magnifique. Hein. On va continuer, vous voyez, de pire en pire. Voilà. Bon, faut vous dire que je vous dis, mon beau-père était malade, donc malheureusement, il faisait ce qu'il pouvait. Et, voilà. Donc c'était un peu les vignes du Mâconnais qu'on trouvait il y a 30 ans. Hein, voilà. Ça, c'est Pierrette en train de plier, vous voyez. Donc, on broyait pas les sarments à l'époque parce qu'on trouvait que finalement, pour l'érosion, ça bloquait, c'était bien. Quoi. Voilà. Ça, c'était pareil, en train de plier sur une vigne. Hein. Alors, je vous ai mis ces photos-là parce qu'on va la revoir. Voilà. Ça, c'est mon beau-père qui s'amusait à défaner avec, vous savez, des déjets pour éviter de bourgeonner les vignes. Voilà. Donc on voit l'état sanitaire de la plantation. Là. Alors donc le thème c'est conviction. Donc là on va passer à la conviction. Donc ça va être aussi en photo. Donc voilà pourquoi maintenant après 30 ans de biodynamie, on a voilà maintenant à quoi ça ressemble. C'est la même vigne. Hein. Voilà. Faut vous dire que oui, on va à la vigne. Voilà. Donc il y a 2-3 photos comme ça pour vous montrer un peu. Voilà. Voilà maintenant à quoi on est arrivé. Voilà. Donc on parlait justement de pores, de petites feuilles, donc voilà, voilà. Ça c'est des voilà le sol. Là c'est pareil. Là c'est les raisins, ça c'est les vendanges l'an passé. Et là voilà. Donc voilà la conviction. Donc je pense qu'on fera pas marche arrière. Hein. Je crois que vous avez vu les photos, c'est parlant. Hein. On reviendra aussi tout à l'heure. C'est donc on a la chance au début qu'on a fait la biodynamie d'être tombé sur Yves Héraudy. Donc Yves nous a fait une cartographie complète du domaine et en même temps nous a fait quelques analyses. Donc vous voyez les taux de matière organique. Je me suis arrêté à la matière organique. Hein, donc quand on a repris le domaine et donc 10 ans après, donc on est passé en moyenne de 1,5 ou 1,8 en matière organique à plus de 3. Voilà. Voilà. Et puis on avait fait aussi quelques analyses. Donc malheureusement, donc avec l'Institut Kepler, on n'a pas pu continuer parce que Pascal Mur a un peu changé de. Donc c'était au niveau des mycorhizations. On s'est amusé à faire des analyses de mycorhizes. Donc vous voyez en vigne conventionnelle à peu près. Donc et les taux auxquels on était monté voilà au bout d'une dizaine d'années de biodynamie. Voilà, donc ça s'est pas fait tout seul. Donc maintenant, je vais vous faire un petit diaporama de tout ce qu'on a un peu vécu pendant 25 ans. Ça s'applique chez nous. Hein, c'est pas forcément le mieux. Simplement, c'est tout ce qu'on a essayé. Alors, on a eu des bons résultats, des mauvais résultats, mais bon, c'est notre évolution. Et je pense qu'on pourra en discuter tout à l'heure. Donc, avant la biodynamie, on a commencé quand on a repris le domaine à labourer. Donc on était jeunes, beaux, intelligents, on avait des grosses charrues, donc on s'est mis à faire de la terre, comme on dit chez nous. Donc on a remué. Voilà. Ça c'est la première fois qu'on a labouré la plantation. Voilà. La couleur du sol est parlante. Hein. Voilà. Pareil, on continuait avec des gros labours, parce qu'on était forts, on était costauds, et puis on voulait pas d'herbe. Hein. Donc l'herbe c'est pas ce qu'on... Voilà. Voilà. Ça c'est toujours en bio. Voilà. Et donc après, on a commencé la biodynamie. Alors donc on a commencé un peu comme tout le monde, hein, donc avec un dynamiseur en bois. Pourquoi elle n'est pas centrée celle-là? C'est pas grave, on le voit quand même. Donc dynamiseur en bois, dynamisation à la main. C'est vrai que c'était bien, pratique. Le problème du dynamiseur en bois, je pense que certains de vous en ont, c'est l'entretien. C'est une catastrophe. Vous le videz, il sèche, il fuit, et vous laissez l'eau dedans, ça pourrit. Donc si quelqu'un a trouvé une solution pour essayer de le maintenir dans de bonnes conditions, c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, il nous a dépanné pendant quelques temps. On a aussi commencé par le compost. Voilà, donc ça, je vais vous montrer des tas de compost. Donc il est très joli parce qu'en fait, c'était de la paille d'orge. Voilà. Donc on a commencé le compost, mais on a arrêté assez rapidement. Dès qu'on a attaqué avec la 500P, on a arrêté le compost. Déjà parce que les taux de matière organique, vous avez vu, étaient remontés très fort. Et puis on n'avait pas de bêtes, on n'avait rien du tout, et je savais pas faire. Donc on en a loupé plus qu'on en a réussi. Mais on a aussi essayé les composts. Voilà, et donc je vous ai dit que ça végétait un petit peu jusqu'en 96. Donc en 96, voilà, donc on a eu la visite de, bon, pour les gens qui ne le connaissent pas, Alex est le monsieur avec le bob, voilà. Vous avez Nicolas Joly qui est en train de faire des mesures de chronométrage, voilà. Pierre, il doit être juste derrière Dodo, hein, c'est toi, je crois. Voilà.
Voilà. Donc c'était une autre approche de la biodynamie, hein, donc une biodynamie avec une technique complètement différente, donc des préparats très bien faits, très cadrés, une méthodologie vraiment impeccable. Et bon, c'est vrai que ça nous convenait bien pour nous viticulteurs. Le souci, c'est que Alex Budzinski était quelqu'un d'assez particulier à manier. Hein, c'est quelqu'un qui n'est pas facile à manier. Donc, vous allez voir, je vais vous en parler un petit peu plus loin. On va faire un peu des diapositifs. Donc, on a commencé avec un dynamiseur, donc le même que vous avez vu là. Voilà. Donc, non, ça c'est un dynamiseur d'Ulrich. Le mien est encore plus vieux. Voilà. Donc, ce sont des dynamiseurs qui venaient d'Italie. C'est un Italien qui était allé chez Alex Budzinski et qui avait donc copié ces dynamiseurs. Donc ce sont des dynamiseurs avec une cloche à air. Et en fait, le liquide pousse la cloche. Et quand le vortex a la forme que vous voulez, il s'arrête automatiquement. Voilà. Donc c'est l'ancêtre de ce qu'a fait Ulrich. Ulrich l'a fait avec un système d'air comprimé. Ça, c'était une cloche. Voilà. Et ils sont toujours en fonctionnement. Donc ceux-là tournent toujours. Ils sont à la maison depuis pas loin de 25 ans. Le seul petit problème de ce dynamiseur, c'est qu'il faut mettre toujours la même quantité d'eau. Et c'est vraiment au litre près. Puisque c'est un tout petit trou sur le côté qui fait que la cloche monte ou descend. Donc on est vraiment coincé. En plus, c'est un 25 US gallons. Donc il faut 105 litres, je sais pas combien. Et c'est vraiment très très précis. Donc c'est un petit peu un frein au niveau de la flexibilité pour passer les préparats. Mais bon, on s'en arrange. Comme on bricolait pas mal, on a commencé par passer les préparats avec un quad que j'avais bricolé. Voilà, j'avais fait des cuves en cuir magnifiques avec des rampes et on l'avait rétréci. Mais bon, le domaine était trop petit et finalement on l'a revendu. Là, il est dans le sud. Il est chez un camarade vigneron dans le sud. On est revenu au bidon à dos. C'est aussi pratique pour nous. Voilà le prototype du bidon à dos. Donc maintenant, ce sont des bidons en cuivre, mais là, c'était pour faire des essais. On avait bricolé sur un bidon en plastique. Avec là, c'est pour la 500. Avec une buse. Donc ça, c'est une buse qu'on a fait avec Alex Budzinski. Donc le gros avantage de cette buse, c'est que ça fait une queue de pan. Vous allez voir qui est pas mal. Et surtout, on n'a pas besoin de tenir la lance. Donc on a le bidon dans le dos, on pompe et puis comme ça, on avance. Et c'est vrai que quand vous avez des stagiaires, des choses comme ça, c'est très régulier. Ça permet que tout le monde pulvérise de la même façon. Et c'est toujours en activité celui-là. Donc malheureusement maintenant vous allez voir avec ça voilà. Donc maintenant on a tout monté sur des bidons en cuivre et là on voit bien sur la photo la queue de pan avec les grosses gouttes. Enfin je sais pas si on les voit pas mal. Voilà. Donc vous voyez bien vers la tête de mon employé, on voit bien ces gouttes et la queue de pan qui voilà. Donc ça c'est jusqu'à maintenant on n'a rien trouvé de plus efficace, ça marche pas mal. Voilà. Alors si vous avez des questions, posez-les au fur et à mesure, parce que là vous allez voir défiler toute la campagne, donc après on n'y pensera peut-être plus. Si jamais vous voulez m'interrompre ou si vous voulez une précision, vous me le dites tout de suite. On fait 5 rangs, c'est-à-dire qu'on fait, on a nous et on a 2 rangs de chaque côté. On est planté à 130 à peu près. On est à 35. Alors 35 litres, pourquoi? Parce que tout simplement on a 2 dynamiseurs qui tournent en parallèle et on a 6 hectares et demi de vignes et en fait ça répartit sur les 2 dynamiseurs. Voilà. Pareil. Alors voilà, donc là je vous ai fait une petite photo agrandie de la buse. Alors la buse c'est tout bête, hein, c'est une buse à désherber en inox qu'on a limée avec Alex. Voilà. Donc un matin où Alex était à la maison, Alex est un lève-tôt, donc il était du genre à se lever à 4h du matin, à vous réveiller et à dire Marc on va faire une buse. Ouais, c'est vrai, Marc c'est comme ça. Et on allait limer et puis après donc avec Alex toute la matinée on passait à faire des essais, voilà. Donc jusqu'à ce point qu'il y a eu vraiment voilà. C'était le personnage, mais bon grâce à lui on a eu quand même des résultats significatifs. Ça c'est pour la 500. On va vous montrer un petit peu la 501. Alors ce qui est pratique, c'est que vous voyez, donc simplement la tige qui est fixée sur le bidon, on change. Donc soit on met une tige pour la 500, soit on met une tige avec des grandes rallonges pour la 501. Voilà. Mais la base est la même. Donc vous êtes toujours juste à pomper et dans le dos vous avez les. Voilà. Et là maintenant, je vous ai mis la photo entière parce que c'est le système qu'on fait, c'est qu'on dynamise avec le dynamiseur, on lève avec le chariot lévateur, on verse dans le bidon, c'est un bidon en cuivre, un vieux bidon à sulfater en cuivre, et on part directement à la vigne avec les. Voilà. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on arrive maintenant avec 2 dynamiseurs à tout épandre, on fait 3 hectares à peu près 40 minutes.
Donc on fait 3 hectares en 40 minutes, on revient chercher l'eau dynamiseur et on repart. Donc en fait, les 6 hectares et demi sont faits en 2 dynamiseurs à chaque fois avec 40 minutes. Donc c'est quand même assez rapide. Voilà. Voilà. Bah, ça c'est le... Ouais, vous le reconnaissez. Alors là, on ne le voit pas trop parce que je suis en... Voilà, on va voir mieux. Voilà. En contre-jour, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc je pense qu'en qualité de pulvérisation, on n'est pas trop mal. Hein, quand vous voyez comment ça redescend dans les rangs. Voilà. Alors vous verrez beaucoup de photos en contre-jour parce que c'est là qu'on voit le mieux. Hein. Voilà. Alors ça, à 5 h du matin, il y a 25 ans dans les vignes, vous passez pas inaperçu. Hein. Mais bon, les voisins s'y sont faits. Pareil. Simplement, on fait que 4 ans, puisque là, en fait, on fait 2 rangs végétatifs de chaque côté. Pour la 500, on fait 5 trous. Et pour la 501, on fait 4 rangs de vignes. Voilà, 2 rangs de chaque côté. Voilà. Alors le gros avantage de ces rallonges, c'est que s'il n'y a pas de vent, on peut mettre les 2 rallonges. Et s'il y a vraiment beaucoup de vent, on met qu'une seule rallonge. On enlève une rallonge suivant le... Parce que le problème, on est tous pareils. Hein. Le matin, des fois, on part à 5 h 30, il n'y a pas de vent. Et puis arrivé à 6 h, ça se lève. Donc dans ces cas-là, on enlève une rallonge et on... Voilà pour 500 et 501. Pardon ? Oh, c'est des Berthoud tout de con, tu sais, c'est les Berthoud normalement que tu mets à la main et qu'on prend avec un petit bout d'inox qui est soudé et puis je mets deux collets colson et c'est clipsé dessus et voilà. Pardon ? La buse, ouais, c'est une buse Rex toute bête, hein, c'est une buse Rex de soit une 12, hein, 1,2 mm avec une pastille en dessous, vous savez, qui tourne. Voilà, ben, c'est la buse toute con, hein, donc. Voilà, les termes techniques. Une chose qu'on avait vue tout de suite avec Alex, c'était les badigeons. Alors donc nous on fait beaucoup de badigeons. Hein. Donc on a 2 sortes de badigeons. On a un badigeon qu'on met sur les plaies de taille. C'est-à-dire que quand on taille, il y a une personne qui taille et une personne qui suit derrière, avec un pinceau et qui passe le badigeon immédiatement. C'est du temps passé, mais bon, après, c'est un rythme au niveau du travail. Hein. On sait qu'il y en a un qui taille et l'autre derrière, il passe avec le badigeon. Voilà. Et donc, c'est un badigeon argile, bouse de vache et à l'époque, petit lait. Donc maintenant, on a changé. Au lieu de mettre du petit lait, on met de la prêle. Vous allez voir pourquoi. Alors là, François Dalle, il va être... voilà, quand on voit les plaies de taille comme ça, bah, c'est comme ça qu'on taillait il y a 25 ans, hein, malheureusement. On est désolé, mais... Donc ça, on vient de passer le badigeon. Voilà, donc vous voyez, en cicatrisation. Et là, c'est 1 an après. Donc ça tient très bien. Hein, vous avez vu, il y a une très bonne tenue du badigeon. Le seul petit souci qu'on avait, c'est là. Vous voyez, c'est au bord. En fait, on avait un développement de moisissure. Et on en a parlé pas mal avec Alex. Et Alex m'avait dit, arrête le petit lait et mets de la prêle. Parce qu'en fait, le petit lait, chez nous, bon, on est moins humide que dans le Jura, mais on a quand même un petit peu d'humidité. Et en fait, il se développait des micro-organismes qui n'étaient pas forcément excellents pour nous. Hein. Voilà. À chaque fois, je vous dis que c'est pour chez nous. Hein. Oui, pardon ? Kaolinite. Hein. Voilà. Donc, on a remplacé le petit lait par la prêle. Alors, il y a un deuxième badigeon qui est passé à la maison. Voilà. Ben voilà Donc ça, c'est le deuxième badigeon qu'on met dilué. C'est-à-dire qu'on le met sur le tronc au printemps, après la taille. Donc là, on met pulvérisateur. Donc pareil, argile. Voilà. Et là, il y a quelque chose que vous voyez qui est maintenant interdit, c'est un peu de silicate. C'est-à-dire qu'à l'époque, le badigeon au printemps, si on y a tendance à avoir un peu de pluie, on mettait 1% de silicate dessous. C'est pas interdit ? C'est interdit comme produit phytosanitaire, mais c'est un produit de protection physique. Ça donne d'excellents résultats. Hein. Je ne sais pas si vous l'utilisez, mais c'est vrai que 1% de silicate, ça colle, c'est vraiment superbe. Hein. Voilà. Alors vous allez voir donc la préparation. Voilà, ça c'est le grand sorcier qui est en train de préparer tout ça. Donc c'est un tank à lait, hein, donc un tank à lait qu'on a récupéré. Donc on verse l'argile, la prêle et on fait une infusette avec de la bouse de vache. Voilà. Donc on fait un et on le passe après au... On a un atomiseur solo qui nous sert aussi à sulfater, voilà. Et là, on le passe. Donc ça, c'est au printemps. On va le voir en contre-jour. Voilà. Vous voyez en contre-jour le badigeon dilué.
On est pratiquement à 1000 litres. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, on est pratiquement à 1000 litres. Oui, oui, c'est la bouse fraîche qui est récupérée au domaine de Saint-Laurent. Biodynamique, oui. La fusion, en fait, tu sais, on l'a fait tremper dedans et après, vous avez vu, il y a un bâton, donc je serre. Voilà, avec le bâton, je serre pour exprimer le jus. Et puis voilà, donc c'est pas, ça se fait à peu près, ça se fait instantanément, hein, c'est pas. Oh là, vous êtes compliqué. Ouais, par seau, oui, je crois que je fais un seau. C'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est un tiers d'argile, un tiers de bouse de vache et un tiers de prêle. Hein. Comment? Ah. Voilà. Voilà, voilà, bah voilà le résultat. Hein. Voilà. Donc on fait, alors par contre, pourquoi on a une densité énorme? Parce qu'en fait on part dans les deux rangs. Que, vous voyez, on fait 2 rangs d'un côté, et au lieu de sauter 4 rangs, il saute 2 rangs. Donc ces 2 rangs vont être faits dans ce sens-là, et après il va rembrancher ce rang-là, pour faire 2 rangs de chaque côté. Donc en fait à chaque fois c'est croisé. Hein, sinon on serait traité que d'un côté. Hein. Alors on ne sait pas si ça marche, mais bon c'est vrai qu'on a par rapport aux voisins une mortalité au niveau de l'ESCA et tout qui est quand même nettement plus faible que les autres. Hein. Et ça, on fait ça depuis le début. Voilà, voilà. Après. Ah oui, alors là, il y a un truc qui a beaucoup été copié. C'est-à-dire que pour toutes les préparations dynamiques sont faites avec de l'eau que la plante connaît. Donc on récupère l'eau d'un toit. C'est l'eau du toit du garage. Le toit fait 200 mètres carrés. Le petit bac, vous voyez à gauche, fait 400 litres. Donc les 2 premiers millimètres d'eau partent dans le bac, ils sont évacués et après ça bascule et ça part dans un filtre à sable et après ça part dans la citerne de stockage. On va le voir mieux. Voilà, ça c'est plus loin. Voilà. Donc ça c'est une table d'égouttage de fromagerie. Donc ça va bien, ça a un angle voilà, et vous devez le voir voilà, in situ. Voilà, avec Pierrette voilà, qui est en train de faire une démonstration. Donc, vous voyez, c'est un flotteur, un gros flotteur de WC. Hein. Voilà, et qui monte avec le niveau de l'eau. Le bac est percé, donc au fur et à mesure que ça se remplit, donc dès que l'orage s'arrête, et ben le bac se vide. On va le voir, il y a un petit trou qui est là. Vous voyez, là il y a un petit trou qui est là. Hein. Il se vide et donc il faut à la pluie suivante, il faut que le bac se remplisse, donc ça relave le toit avant de stocker l'eau. Ce qui nous permet d'avoir une eau d'une qualité quand même assez bonne. Dominique a fait des essais de cristallisation sur la qualité de l'eau, on a des bons résultats. Et en plus donc on a une eau que la plante connaît. Voilà, voilà. Alors maintenant, donc là on va faire un petit tour de tout ce qu'on a essayé. Voilà. Quand on a redémarré, ben, je vous dis, on était plus fort que les autres, donc on a commencé par essayer de sous-soler. Donc voilà, ça c'est un travail de sous-solage avec un tracteur qui n'était pas le nôtre parce qu'il fallait un tracteur énorme. Donc ça c'est du sous-solage. Voilà. Donc ce qui est simplement intéressant, c'est la partie qui est, donc voilà pareil, donc ça c'était des rangs sous-solés. C'est surtout ce qui est intéressant, c'est là, on s'est amusé à sous-soler le rang du voisin. Voilà. Et vous le voyez là, normalement, vous voyez les 2 rangs. Donc ça, c'est le rang qu'on avait fait. Et le rang que vous voyez après, c'est celui-là. Donc il n'était pas là. On s'est dit, on va quand même faire un essai. Et voilà. Donc, voilà. C'est parlant, je pense. Alors, on a abandonné le sous-solage parce que finalement, ça demandait beaucoup de matériel. Ah bah si, j'ai encore une photo. Après, on est passé au sous-solage donc avec un petit tracteur Kubota. Donc j'avais bricolé la lame de sous-soleuse sur mon petit tracteur Kubota. Malheureusement, le tracteur est très très léger. C'est un tracteur qui fait 500 kg et on était obligé de mettre des masses parce que sinon là, ça rentrait pas. Donc c'était un peu traumatisant et on a un peu laissé tomber. On a trouvé quelque chose de nettement plus simple et qui demande moins d'énergie, c'est le seigle. Donc les années, alors on ne fait pas tous les ans bien sûr, hein, les années où les sols sont très battus, hein, une année difficile, donc comme par exemple 2013, à l'automne on sème à la main, hein, on sème du seigle, voilà. Donc ça il a été semé à l'automne, là on est en fin d'hiver, voilà, il a commencé à lever. Et le problème, il est là, voilà, c'est que ça c'est un peu plus tard. Alors officiellement, c'est du seigle nain. Voilà. Alors quand il commence à passer le 3e fil de fer, les voisins sont là, ils commencent tous à rigoler. Hein.
parce que quand il commence à être plus haut que la vigne, voilà. Mais bon, ça fait un sous-solage superbe. Et donc c'est là qu'on a commencé à regarder les histoires de rouleaux FACA et les rouleaux machin. Donc voilà, ça c'est le même. Après le premier essai de rouleau qu'on a fait. Voilà. Donc on a commencé quand même, on arrive un petit peu à l'écraser, mais il était encore bien présent. Voilà. Sinon, il y a en photo, voilà. Donc le seigle, on le semait donc à la main. Derrière, on passait donc avec une petite griffe pour un petit peu le répartir mieux. Et donc des vieux rouleaux que j'avais bricolés aussi, qui étaient derrière, qui tassaient le sol. Voilà. Ça permet. Bon, le seigle n'a pas besoin d'être enfoui beaucoup, hein, donc il suffit juste qu'il y ait un petit peu de terre. Ça prend. Voilà. Donc là, on est resté sur le milieu du rang. Donc nous, on sème pas d'herbe, on fait pas d'engrais verts comme chez Antoine. Donc, si on met pas de seigle, on laisse l'herbe autochtone. Hein. Donc, la dernière fois, Yves avait combien? 53 variétés d'herbes, il a trouvé chez nous, je crois, c'est ça, hein? Ouais, 53, on allait trouver. Hein. Donc, avec 53 variétés d'herbes différentes, on a quand même un panel qui permet de faire toute l'année. Mais on a des soucis souvent au printemps puisque les sols se réveillent mal et puis bon, on veut pas non plus que ça soit une prairie permanente. Donc on a trouvé une solution qui est pas mal, c'est la bêche. Voilà. Donc ça c'est une bêche amatique, hein, c'est une bêche que les maraîchers utilisent. Donc ça c'est une 4 fer qu'on met sur le petit Kubota. On a réussi à faire passer le Kubota en resserrant les roues, donc là on est à 90 d'écartement, donc ça va pas mal. Donc ça c'est une bêche, ça c'est bêchage au printemps. Alors on le fait soit à l'automne, soit au printemps. Vous allez voir, ça dépend de la pousse. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est voilà, donc la bêche avec les 4 fers. Hein. Donc ce qui est intéressant, c'est ce qu'on veut faire avec une bêche. Une bêche, on peut à peu près tout faire. Et là, vous allez voir. Donc ça c'est avant. Donc ça, on arrive dans le rang. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut aller à une vitesse différente suivant ce qu'on veut faire. Là, on est en vitesse rapide, donc on est en 3e lente hein, pour le tracteur. Donc vous voyez, on est en mode assez grosse. Et voilà. Là, on peut passer en 2e lente. Vous voyez. Voilà. Et si vraiment on veut faire du maraîchage, on passe en 1re lente. Donc ça, c'est tous des essais qu'on avait faits. Donc on est passé à un milieu, c'est-à-dire que maintenant on travaille. Vous allez voir, on travaille. Voilà. On travaille donc en 2e avec à mi-chemin entre la grosse motte et le terrain trop fin pour éviter l'érosion. Voilà. C'est un bon compromis. Et voilà, ça nous permet après donc de renouveler l'herbe et d'éviter d'avoir du régras ou des choses un peu permanentes. Donc on a aussi essayé pour maintenir cette bande d'herbe après l'année tout un tas de tondeuses et de bricoles. Donc on a commencé par des tondeuses affreuses, donc du gyrobroyeur. Donc ça, je déconseille à tout le monde, hein, parce que c'est une catastrophe. Pour la faune, pour la flore, pour tout le monde, ça projette, ça casse de partout, c'est pas terrible. Après, on a essayé la tondeuse intercept et interligne. Voilà, donc ça c'est pareil. Sur le papier, c'est pas mal. Après, le gros souci, c'est que avec la vitesse, en fait, ça marche. C'est sur un bras qui évite les pieds. C'est un problème, ce qu'on pense pas, c'est qu'avec la vitesse de rotation, il y a une telle inertie qu'en fait, le bras il se referme pas. Donc si vous avez des jeunes pieds, ça arrache tout. Parce que la vitesse fait qu'en fait, le truc, les bras sont pas. Alors, il faudrait peut-être des tâteurs hydrauliques, mais bon, ça on a abandonné aussi. On est passé sur une chose qui est nettement plus simple, c'est ça. Donc, c'est une petite faucheuse avec un axe horizontal. Voilà. Bon, par contre, il faut quelqu'un qui suive derrière. Hein. Ça demande un peu plus de manœuvre. Et le top du top, il est là. C'est une faucheuse qui va. Donc, c'est des faucheuses qui sont utilisées en montagne, vous savez, pour les gens qui veulent faire des foins. Donc simplement on l'a rétréci. Au lieu de mettre des patins, j'ai mis des roues et j'ai rétréci la lame. Donc la lame fait 60 cm de large et ça c'est vraiment le top. Donc l'année où on a un peu de seigle ou si on n'arrive pas à le coucher ou si on n'arrive pas, voilà, on passe ça. Et là c'est vraiment impeccable. Donc là ça gêne pas les abeilles, ça gêne personne, ça fait un peu de bruit mais bon ça fait pas de poussière, ça projette pas, c'est pas mal. Et après on est passé maintenant au rouleau. Enfin, ouais. Et alors ils sont pas là. Ils vont être un peu plus loin. C'est pas gênant. Voilà. On va continuer. Là, en fait, je règle les roues, toi. Donc, si vraiment je monte un peu plus haut, quoi. L'essentiel. Les mottes, ça les avale un peu, quoi. De temps en temps, ça couine un poil. Et puis tu casses une dent, mais c'est pas. Mais toi, on tombe pas rare, on tombe ça, quoi. Hein, mais c'est pas. Mais bon, là maintenant avec les rouleaux on tombe plus. Hein, donc, je vous dis, tout ça, c'est tout ce qu'on a essayé pendant 25 ans. Hein. Donc il y a des choses qu'on a abandonnées, des choses qu'on reprend.
Voilà, si vous n'êtes pas fatigué, on va attaquer par les travaux des sols. Donc on va attaquer par l'hiver, hein, c'est plus simple. Donc l'hiver, on a commencé par buter les vignes. On butait, donc au lieu de faire des gros labours, on est passé sur des labours plus petits, mais quand même avec du butage. Donc on a commencé en récupérant des charrues. Voilà, donc pour faire un petit butage. Alors là, donc c'était pas mal, mais le problème c'est qu'on poussait le sol et vous allez voir ce que ça donne, c'est qu'en fait on lisse énormément. Et donc ça c'est après les vendanges et on avait des gros problèmes d'érosion après au printemps. Donc on a abandonné complètement ce système de lissage pour passer avec des disques, voilà. Voilà, ça c'est des disques Boisselet hein, qui ont été un petit peu bricolés, mais c'est des modèles Boisselet. Actuellement, et voilà, donc ça c'est si on le fait à l'automne, après les vendanges, et si vraiment il fait trop mauvais à l'automne qu'on ne peut pas buter, on bute au printemps, et là on a modifié des disques Clemens, voilà, 2 petits disques Clemens, qui font une butte beaucoup plus petite, puisque le problème est que si on bute au printemps, il faut débuter peut-être un mois après, donc la butte est quand même trop haute, si on le fait avec les gros disques, et c'est galère, voilà. On doit avoir 2 photos, voilà, du boulot, voilà, je sais pas, c'est peut-être un peu surexposé. Ça, c'est donc travail après vendange avec les gros disques. Et là, vous allez voir, avec après la pluviométrie et compagnie, une fois que c'est, voilà, ça nous fait une butte qui est quand même pas trop vilaine. Oui, oui, parce que le problème, c'est qu'en fait, oui, alors on en fait aussi. Mais comme je bricole un peu, vous allez voir, au niveau du décaillonnage, j'ai bricolé pas mal d'autres trucs. Voilà. Et ce qui vous donne, voilà, en hiver, en fait, voilà. Donc, je sais pas si on voit quelque chose. Donc, en hiver, vous avez la bande d'herbe du milieu et donc le butage qui a été fait à l'automne avec donc l'herbe qui a repris le dessus. C'est souvent chez nous du mouron de la Véronique. Voilà. On y voit quelque chose quand même, oui. Ouais. Voilà. Et en fond, donc, c'est le Mont Blanc hein, quand même. Hein. On a la chance de voir le Mont Blanc de chez nous, donc. Voilà. Donc, on a buté. Ça, buter, c'est très facile. Tout le monde peut le faire. Hein. Maintenant, on va essayer de débuter. Alors là, on a commencé avec des énormes charrues, donc des DK. Hein, voilà. Donc ça, c'était le premier montage qu'on avait fait, des cavaillonneuses à l'ancienne, sans tâteur, sans rien. Donc là, c'est très bien. Si vous voulez chauffer pour la chaudière, il y avait plein de pieds de vigne. Hein, ça fait du bois de chauffage en même temps. Voilà. Après, donc, on a dit que c'était pas possible. Donc, j'ai fait la connaissance d'un monsieur à Bordeaux qui s'appelait Monsieur Souslikov. Donc, il nous avait fait un proto. Alors là, vous n'allez pas voir le prototype parce que c'était déjà la 2e série. Mais on a commencé tout de suite avec lui. En fait, on a été les premiers à essayer les Souslikov. Voilà. Donc, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent. Hein, donc, voilà. Alors, ça va très très bien, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'herbe. Parce que s'il y a un peu d'herbe, ça bourre. Alors, on a fait une petite variante. C'est que devant, on a mis des disques. Voilà. Pour enlever l'herbe. On a souvent du mouron chez nous. Et le problème du mouron, c'est que ça fait une lèche. Et quand vous attaquez la lèche du mouron au départ du rang, vous l'avez jusqu'au bout du rang. Donc ça permettait de casser un peu le mouron et de passer les Souslikov derrière. Manque de chance, avec la bio, on a de plus en plus d'herbes, certaines années, donc on a réussi à bricoler un truc, voilà. Donc c'est les mêmes DK que vous avez vus tout à l'heure, simplement on a remis un tâteur devant. Voilà. Donc ce sont des DK Boisselet, mécaniques avec un tâteur. Donc ça permet, donc si vous avez beaucoup d'herbes, les versoirs Boisselet sont des très bons versoirs. Hein, on fait vraiment du bon boulot avec. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on va faire 2-3. Maintenant, on va vous montrer le boulot que ça fait. Donc là, on est sur les Souslikov. Donc, en tracteur, j'ai un tout petit tracteur Jacquet. Donc, en conduite latérale, qui est très pratique parce qu'avec la conduite latérale, vous voyez, on a une visibilité qui est quand même assez importante. Voilà. Donc là, c'est une année où il n'y a pas beaucoup d'herbe. Voilà, et donc vous voyez avant, après, voilà, avec les. Alors derrière, vous pouvez regarder, on y reviendra tout à l'heure. Ce sont des rouleaux qui viennent du Jura, ça s'appelle des juranes. Ce sont des rouleaux avec des dents qui scarifient le sol. On le verra mieux tout à l'heure. C'est pas mal pour voilà. Donc ça, c'est les Souslikov. On travaille sur quand il n'y a pas beaucoup d'herbe. Voilà. Et après, donc je vais vous montrer donc avec les autres DK quand il y a un petit peu plus d'herbe. Alors là, c'est l'an passé. Donc voilà avant. Donc là, une année, on avait des buttes un peu plus grosses parce que donc la saison avait laissé un peu trop de terre un peu en motte. Et donc on est en train. Là, c'est une équipe d'Arte qui est en train de faire un tournage. Normalement, ça passe la semaine prochaine. Hein. Voilà.
C'est très sympa à travailler. Voilà. Donc là, on est. Alors, vous voyez, surtout quand vous voulez commencer à travailler, puis qu'il y a le cameraman dessus, et ça, c'est très rigolo. Donc là, on travaille avec les grosses, vous voyez, les grosses DK Boisselet. Voilà. Donc, ils font un travail un peu plus en profondeur, quand il y a un peu plus d'herbe. Ça, c'est oui, facile de travailler quand vous attendent au bout du rang, comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, voilà le résultat. Alors, ça, c'est l'an passé. Donc, on avait la visite de Jean du Sud. Et maintenant, c'est de la façon dont on travaille. C'est qu'en fait, on passe les DK à Boisselet en premier pour dégrossir, et je repasse les Soutikov derrière. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que moi, je passe pour finir la Soutikov, je fais à peu près je fais 2 hectares par jour, et les gars à la pioche, ils en font pas tant. Et depuis que je passe 2 fois, ils sont très très contents, ils sont très très heureux. Parce que quand vous avez à piocher là derrière, c'est de la rigolade. Voilà. Donc maintenant, mes employés m'obligent un peu à passer 2 fois avec les DK. Voilà. Mais c'est vrai que bon, bah là, il y a rien à faire, quoi. C'est nickel. Et voilà. Donc ça, actuellement, on est là-dessus. On a décavéonné, donc on est un peu bête. Maintenant qu'on a fait un trou, bah faut le reboucher. Hein. Donc on remet à plat pour pouvoir passer l'intersève après. Et pour remettre à plat, on prend les mêmes fers que tout à l'heure, mais voilà, et on a remis à plat. Donc voilà, quand on a remis à plat, ça ressemble à ça. Voilà. Donc là, on a décavéonné, on a remis à plat. Donc on a refait une légère butte. Nous, on travaille toujours avec une légère butte. D'abord, ça permet de drainer un petit peu, ça évite que l'eau stagne, et surtout, ça permet d'avoir un peu de terre pour pouvoir repasser les intercepts derrière. Parce que si on n'a pas assez de terre, on arrache tout. Voilà. Simplement une petite photo, c'est que regardez bien cette parcelle-là, et ben c'est la même que celle-là. Voilà. Si vous voyez, c'est la même. Voilà. Ça a un petit peu changé quand même. Voilà. Ça a un petit peu changé. Voilà. Non. Et on n'a pas enlevé de cailloux en plus. Mais en fait, on se rend compte que la terre, elle remonte, hein, tout doucement. Voilà. Faut 20 ans, mais ça. Avec les les mêmes que pour le butage. Voilà. On prend les mêmes petits disques que pour le butage. L'avantage de ces disques, donc ça c'est des disques Clemens, c'est que vous les retournez, donc vous pouvez buter ou débuter avec. C'est très pratique. Hein. Ça fait pas un gros travail et c'est sympa. Et on met 2 fers plutôt que de faire un gros, puisque ça nous fait 2 petites buttes. Et c'est vrai que c'est plus facile à reprendre. Voilà. Ah bah ça c'est vous voyez notre vigne est là-bas, et ça c'est une vigne typique du Mâconnais, voilà. C'est comme ça maintenant chez nous. Les gars sont en coopérative, ils sont tellement grands qu'ils. Alors, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a mis à plat. Ah ben, on va passer les intercepts maintenant. Voilà. Alors, il n'y a pas du tout d'argile. On a un sol très particulier. C'est-à-dire que nous, on est à 100%, ce sont des limons. Mais ce sont des limons de décarbonatation. C'est-à-dire que au-dessus là, on est à Clessé, donc il y a une faille qui a basculé. Voilà. Et avec l'érosion, donc ça s'est tout transformé en limons. Mais ce ne sont pas des limons marins de sédimentation. Ce sont des limons de décarbonatation. Tu peux en dire plus si tu... Voilà. Non, voilà. Donc c'est des sols très particuliers, vous voyez, donc c'est des sols très blancs, qui se prennent en masse si jamais on ne les prend pas au bon moment. Par contre, c'est des sols qui ont une bonne mémoire, qui ont une bonne... mais bon, si vous ne les prenez pas au bon moment. Alors voilà, donc après, on a voulu au départ, on a voulu essayer d'entretenir un peu le sol, donc on a commencé avec ces outils-là. Je pense que tous les anciens ont connu ça, hein. C'est une catastrophe. Après, on a été un peu plus soft, on a essayé de mettre des cœurs. Et maintenant, on est passé, donc c'est un bon compromis aux intercepts hydrauliques. Voilà. Donc ça, c'est la première fois qu'on a utilisé les Bellum. Je les ai un petit peu modifiés. Au lieu de mettre un disque rond, maintenant, on a un disque crénelé. Ça évite quand il y a un caillou de tout casser, et surtout que le truc saute. Et on a mis des ailettes, parce que le problème de la Bellum, c'est que, comme tous les intercepts, ça décolle, mais ça retombe. Donc si jamais il pleut 2-3 heures après, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc avec les ailettes, ça permet d'avoir un bon compromis. Voilà. Bon, après, ça s'adapte chez nous. Hein. Faut chacun... Voilà. Donc maintenant, on a fait tout ce qu'il y avait devant. J'ai pas fait ce qu'il y avait derrière le tracteur. Voilà. Alors derrière le tracteur, de toute façon, on met souvent. On a commencé par mettre des griffes. C'était pas la panacée. Là, voilà les fameuses juranes. Donc ça, on utilise pas mal à l'automne. Donc vous voyez, c'est un rouleau avec des pics. Alors les pics ont un angle, ils rentrent pas
droit dans le sol. Il rentre toujours avec un angle, soit un angle dans ce sens-là, soit un angle dans l'autre sens. Et ça permet de faire à peu près, on avait compté 22 impacts au mètre linéaire au niveau du sol. Donc ça permet les années où pas très très pluvieuses à chaque fois de faire un petit trou. Donc l'eau rentre, bien sûr, ça gèle et ça décompacte. C'est tout bête, mais ça fonctionne très très bien, vraiment très très bien. Alors ils sont là dans le Jura, tu te souviens ouais. Mais ça je peux vous retrouver si vous voulez. Je donnerai l'adresse à Soisig et elle vous le mettra en. Ça s'appelle la Jurane. Donc de toute façon, vous regardez sur Internet, à moins qu'il ait pris sa retraite, ça s'appelle la Jurane. Et le gros avantage, c'est qu'en fait, c'est un tube, enfin c'est un carré, et le gars vous le fait à la largeur que vous voulez. Vous pouvez prendre de 20 cm, 30 cm, 50 cm, 1 mètre, enfin, il vous fait la largeur que vous voulez. Ça fonctionne très très bien. Et alors après, donc, non, même avant, voilà le premier rouleau qui fauchait l'herbe, donc enfin qui couchait l'herbe. Donc ça, c'était un rouleau qu'on avait fait avec un collègue. Alors il avait un gros avantage, c'est qu'on pouvait le remplir d'eau. Donc en fait, on pouvait le laisser comme on voulait. Donc, vous voyez, un trou, on le remplissait d'eau. Simplement, on avait fait des lames, ça couchait pas assez. Et vous avez vu tout à l'heure, le résultat n'était pas magnifique. Et maintenant, on est passé, grâce à la maison Clemens, à ça. Voilà. Donc ça, c'est les fameux rouleaux, je ne sais pas comment on appelle ça, FACA. Donc ça va très très bien. Depuis qu'on a ça, honnêtement, on passe plus la tondeuse. Hein, ça suffit à maintenir la bande du milieu à peu près propre. Hein. Non, alors ça dépend. Je mets vraiment s'il y a de l'herbe. Voilà, si vraiment il y a de l'herbe, on met ça. Sinon, on utilise maintenant assez souvent ça. Je ne sais pas si vous la voyez, parce que les photos sont pas. Oui, c'est ce qu'ils appellent un genre de petite bêche rotative là. Je ne sais pas quel est le nom exact. Voilà. Alors ça c'est pas mal. L'avantage c'est que ça fait des petits impacts et ça ne désherbe pas, mais ça lui pourrit un peu la vie à l'herbe. C'est-à-dire que après, s'il y a un petit coup de soleil, ça suffit à maintenir. Voilà. Non. Ouais. Oui, Bon, je travaille beaucoup avec un monsieur qui s'appelle Jean-François Promonet, qui est un bricoleur. Et Jean-François m'amène beaucoup de choses à essayer. Et donc on essaye, on modifie, et si ça va bien, je garde. Mais je ne sais pas forcément d'où ça vient des fois. Alors l'avantage aussi, vous voyez, c'est qu'il est réglable. Donc on peut mettre un angle. Donc on peut faire un léger butage ou un léger débutage, enfin des choses. Ça fonctionne pas mal. Hein. Et cette année, là, avec la sécheresse, ça a bien marché, ça. On en était vraiment contents. Voilà. Alors, pardon ? À l'automne. À l'automne, oui. Avant les gelées. Ça permet de faire des impacts pour que l'eau rentre dedans et pour pouvoir décompacter si jamais il y a du gel. Voilà. Alors, on a un peu fini avec le... Si vous avez des questions, non ? Je vais un peu vite, mais bon, ça suit. Ça va. On va passer à la pulvée. Donc, on a 4 façons de pulvériser, nous. On a soit ça, la brouette solo. Hein, ça, c'est le top. Surtout quand vous avez un grand costaud derrière. Voilà. Donc ça, c'est ce qui nous sauve, hein, les années de force maladie. Donc ça, c'est... hein. Alors... En partant sur ce principe-là, j'avais un canon à sulfaté que j'ai modifié, donc j'avais fait des descentes. Ça, c'était un proto qu'on avait fait. Ça donnait des résultats pas mal. Et là, maintenant, je suis sur ce modèle-là. Donc ça, c'est un proto aussi. Maintenant, donc c'est René Grosjean qui commercialise. Et là, c'était le prototype. Donc pareil, j'ai un petit tracteur pour sulfater, c'est un petit Centaure, donc il est très léger, il n'a pas de puissance, et on ne pouvait pas faire grand-chose au niveau de la pulvée, parce qu'on n'avait pas de puissance sur la prise de force. Donc l'idée, c'était de mettre, vous voyez une turbine, je crois qu'on va aller voir mieux. Voilà. On a une turbine, on a un pot avec une turbine qui ne consomme pas trop, et on a mis simplement des mains solo. Voilà. Donc on prend à peu près 4 à 5 chevaux 4 chevaux par pot, je crois. Voilà. Et donc, en fait, c'est une brouette solo, mais qui a été améliorée pour la passer sur un tracteur. Voilà.
Donc je crois que maintenant René Grosjean l'a un peu modifié, il l'a un petit peu amélioré, il a un petit peu voilà. Donc alors le gros avantage surtout c'est que les mains, on met le nombre de mains qu'on veut suivant l'état de la végétation. On met soit une main, soit deux mains, donc on ferme les autres, on enlève la main, on met un cache et ça permet de voilà. Pardon? Ah je ne sais pas combien il le vend maintenant, il faudrait demander, hein, parce que je vous dis, c'est le proto, donc il tourne depuis 6 ou 7 ans chez nous. Voilà. Il a modifié un petit peu les ventilateurs, il a modifié un peu 2-3 trucs, mais ça c'est voilà. Sinon, on a encore quand même, en cas de problème, on a toujours ça. Hein. Voilà. Ça va encore pas mal, hein. Je pense qu'il y en a qui l'utilisent. Et sinon, on a utilisé ça pendant pas mal d'années, surtout pour les badigeons. Ce sont des panneaux récupérateurs. Alors l'idée était pas mal parce qu'en fait, ils sont ronds et quand vous touchez sur le sol, ils roulent. Donc vous les cassez pas, vous abîmez pas et voilà, avec 2 jets, donc ça pulvérise. On avait une petite pompe, on avait mis une pompe, vous savez, les pompes de caravane là, qui renvoyaient dans le. Et ça pour le badigeon, ça allait pas mal. Malheureusement, ça avait tendance à colmater. Et il faudrait que je me repenche sur le problème de la réaspiration du badigeon. C'est vrai que l'argile et la pompe, c'était pas le top. On avait quand même tendance à colmater assez vite. Par contre, ça faisait un boulot extraordinaire. Il fallait passer tous les rangs, par contre. Voilà. Et maintenant, je vais passer à l'autre. Sinon, on fait beaucoup de poudrage à la maison. Là, c'est un matin, et j'ai pas une tête, je suis pas très aimable là, sur la photo. J'ai traité toute la nuit, voilà. Donc on fait de plus en plus, on a recours maintenant au poudrage, parce que quand vous voyez la qualité du travail, c'est vraiment. Donc c'est simplement une poudreuse qui vient d'Espagne, hein, donc normalement une poudreuse interligne qu'on a montée au-dessus. On a fait des descentes. Hein, j'ai fait des descentes en PVC. Voilà. Voilà à peu près ce que ça donne au lever du jour. Donc je crois que, vous voyez, la photo est parlante, hein, ça vaut n'importe quelle. La pénétration est quand même exceptionnelle. Voilà. Alors en poudrage, donc on utilise soufre, et soufre mélangé avec de l'argile ou soufre mélangé avec de la cendre de bois aussi, ça dépend des fois. Et voilà. Donc le problème du poudrage, je pense qu'on est tous pareils, c'est d'arriver à descendre à des doses très faibles. Donc pour descendre à des doses faibles, c'est pas évident. Hein, soit faut rouler très très vite, soit faut. Pardon ? On arrive à descendre à 10 kg de soufre hein, par hectare en mélange. Hein. Mais là on est obligé de mélanger. En pur, j'ai du mal à descendre en dessous de 20 kg. Hein. Parce que là, il faut rouler très très vite. Et bon, rouler très vite sur un labour, au bout d'un moment, de toute façon, vous cassez tout. Donc, une fois qu'on a passé les 5 à l'heure, 6 à l'heure, c'est déjà, ça saute. Hein. Donc, alors, le problème, plus vous sautez, bon, ça, c'est plus ça tasse, le soufre, et plus il se prend, et moins ça passe. Quoi. Donc, les années très humides. Parce qu'en fait, on se rend compte que les années très humides, si on met de l'argile, l'argile maintient l'humidité. Et donc c'est pas le top, hein, on perd tout ce qu'on voulait faire. Donc on a fait des essais, c'était quelqu'un du Sud qui m'a dit ça, c'est Didier Barral, quelqu'un qui est sur Faugère, et qui lui essaye justement, quand ils ont un peu de vent marin et compagnie, il mélange le soufre avec de la cendre de bois. Cendre de bois tamisée, hein, ça va pas mal. Ouais, le bois de chauffage, enfin le bois de la chaudière, enfin nous on chauffe au bois, donc de la cendre on a le temps qu'on veut, on tamise, et soit on en fait de la lessive, Pierrette fait de la lessive avec, soit on passe ça dans les vignes. Le talc, je ne sais pas s'il y a une grosse différence entre le talc et l'argile. Ça retient moins l'eau, ouais. Nous, je trouve que là, ça marche pas trop mal avec la cendre. Donc, c'est un produit qu'on a en plus à la maison. Donc, mais bon, c'est ce qu'on fait, hein, c'est pas forcément la panacée. Hein, Juste une photo pour... Bon, là, ça va aller vite, c'est pour les vendanges. Bon, parce que là, il n'y a pas grand-chose à expliquer. On vendage en cagette avec une petite chenille. On met ça on paletise sur un camion et on verse directement au pressoir. Bon, là, il n'y a rien de biodynamique. Voilà. Et à Bassy, quand même, une petite photo rigolote, c'est qu'il y a quand même des années où on fait tout pourrir. Alors, quand c'est vraiment trop pourri, on ramasse quand même. Hein. Et on fait quelquefois des vendanges tardives. Voilà. Ça, c'est quand on s'est vraiment loupé et que c'est tout pourri. Mais voilà. Alors là, on va revenir un peu sur ce qu'a dit Dominique Masneau. On a eu un souci, c'est qu'on a très fortement augmenté les taux de matière organique
sachant qu'on a arrêté complètement les composts dès qu'on s'est mis à travailler avec Alex Podolski. Donc ça, c'est depuis 15 ans, on ne fait plus rien. Et les taux de matière organique continuent à monter. Donc là, on a une ou deux parcelles qui ont passé les 4%. Et on se rend compte, la dernière analyse qu'a fait Yves, c'est qu'en fait, on est de plus en plus sur de l'humus stable. C'est qu'on arrive à carrément à du forestier, quoi. Et le souci qu'on a avec nos terres qui sont quand même assez lourdes et qui sont difficiles à démarrer au printemps, c'est qu'au printemps, ça démarrait pas, quoi. La vigne, alors ça allait très bien, hein, donc ça se passe très bien, c'est un petit milieu impeccable, mais qui roupille. Et donc ça roupillait tellement que les rendements étaient normaux, mais bon, pour moi ça allait, pour ma fille qui est un peu plus pétante, c'était un peu juste. Elle a envie de réveiller tout ça. Donc on est passé malheureusement, enfin ou je sais pas, c'est plus moderne, à ça. Voilà. Donc on s'est équipé de 2 petits semoirs qu'on met derrière le tracteur et au printemps on met un petit peu de farine de plume. Voilà. Donc on en met très peu, on en met à peu près 200 kg hectare. Hein, c'est pas énorme. Mais ça nous permet, c'est un peu ce que disait Antoine tout à l'heure, hein, ça nous permet d'avoir des démarrages au printemps un petit peu moins lents. Hein, donc ça permet de lancer un petit peu la minéralisation. Et voilà. Donc on fait ça depuis 2 ans. Hein, on a le programme, il est 3 ans, Dominique. Hein ouais. Donc de toute façon, maintenant c'est plus moi qui m'occupe de ça. Donc c'est ma fille qui a pris ça un peu en main. Donc avec Dominique, hein, ils sont allés voir les vignes et donc on travaille sur ça. Donc essayer de réveiller cette matière organique qui malheureusement ça peut être un problème. Hein. Un excès de matière organique, ce qu'il disait tout à l'heure, ça peut être un souci. Voilà. Alors la matière organique, elle était bloquée parce que de toute façon, c'est pas les composts qu'on a amenés avant donc elle devait être là, mais elle devait être bloquée, hein, donc elle était latente. Et bon, on a réussi à la débloquer grâce à la biodynamie. Mais voilà, on a créé d'autres petits soucis qui sont pas énormes. Et l'autre aussi problème qu'on avait avec la minéralisation, c'est que donc nous jusqu'à maintenant on taillait. Mon beau-père taillait avec la double arcure du Mâconnais. Et malheureusement, les techniciens il y a 30 ans ont fait enlever cette double arcure. Donc ils ont pratiquement tous coupé un bras. Donc on se retrouve avec des vignes en guyot simple. Et depuis 3 ans, donc à cause de François qui doit être par là, on s'est mis à essayer de retailler les vignes en taille poussard. Voilà. Donc le problème de la taille poussard, c'est que pour essayer de refaire les vignes anciennes, il faut qu'on fasse sortir un peu de gourmand. Et on avait à cause de cette matière organique qui était trop fixe, on n'avait pas de gourmand qui sortait. Et c'est vrai que depuis l'an passé et de cette année, je pense qu'on en aura encore un peu plus. En mettant tout petit peu d'azote comme ça, en boostant un petit peu la minéralisation au printemps, on arrive à avoir quelques sorties de gourmands. Ce qui va nous permettre de rajeunir un peu, de retailler un peu plus. Voilà. Là, elle est mise. On l'a mise la semaine dernière. Ah ouais. Alors l'idéal, c'est d'arriver à mettre donc la plume et de bêcher derrière. Malheureusement, on va essayer de bêcher dès qu'on peut. Donc normalement, le principe l'an passé, ça s'est très bien passé. On a mis les plumes, on a bêché et on a fait une 500p. Donc là, c'était vraiment nickel. On a pu faire le truc impeccable. Cette année, on a mis les plumes, bêcher, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra. Et voilà. Donc je vous dis, c'est à de démarrer la minéralisation et essayer de faire sortir quelques gourmands, essayer d'avoir un peu plus de bois pour essayer de retailler donc en poussard. Justement, j'avais mis 2 photos, mais bon, je pense que François en parlera. Voilà, donc essayer de faire repartir. Donc ça, c'est un jeune plan. Hein, essayer de faire repartir sur 2 flux, hein, comme on a. Et là, le plan est un petit peu plus vieux. Donc justement, voilà. Donc le but, c'est d'essayer d'avoir des jolies repousses pour pouvoir justement repartir. Donc ça, c'est un pied donc qui a été taillé en guyot simple et qu'on va essayer de faire repartir en poussard. Bon, là, il est bien parti. Hein, là, il y a déjà un bon boulot de fait, quoi. Voilà, donc ça c'est la taille guyot, donc ça c'est Sophie qui a repris. Il y a un truc qui s'est allumé là, chef. Comment voulez-vous ouvrir ce fichier? On s'en fout? Bon, c'est parfait. Ok. Voilà, donc je vous ai dit que Pierrette a eu un accident en 2004, donc on a un peu laissé en attente. Donc depuis le retour de Sophie, on a commencé à démarrer ça, donc modifier la taille, et là on est parti. Ok. Et là, on est parti sur cette chose-là. Donc là, on va passer un peu à la cave.
C'est un engin de mort, hein, s'il y en a qui ont déjà essayé. C'est un sulfidoseur. Donc Sophie s'est attaquée. Donc c'est Philippe Gourdon, un camarade de vigneron du Val-de-Loire, qui a mis ça au point. Il a commencé dans un bocal Le Parfait. Il a continué avec ça, avec ce hublot. Donc en fait, on fait brûler simplement du soufre avec de l'oxygène pur. Donc on fabrique notre propre SO2. Ça explose un peu, ça brûle, ça fait tout, mais c'est assez rigolo, quoi. C'est un engin qui vit, hein, c'est très vivant. Voilà. Et quand on le maîtrise, c'est quand même assez intéressant parce que finalement, ça permet d'avoir des résultats. Alors le voilà donc en utilisation. Alors vous l'avez pas vu parce que normalement il faut de l'oxygène alimentaire. Hein. Bon là, ça c'est mon appareil à souder. Mais voilà. Donc on prend du soufre, voilà, qu'on pèse, qu'on met dedans. Donc voilà, 1 gramme de soufre et 2 grammes de SO2. Hein, ça je vais vous rappeler les trucs. Voilà. Alors les résultats, bon. François, il est revenu, François Duduvier, non ouais. C'est qu'on arrive ça c'est l'analyse à 2014, c'est qu'on arrive alors à des, est-ce que vous voyez, SO2 total, on est à 29 mg. Donc avec ces trucs-là, d'habitude on était à peu près à 50, hein, à 50, entre 40 et 50 avec du soufre chimique, entre guillemets, pas chimique, du commerce, on va dire du commerce. Et là on arrive à descendre à des taux avec une même protection, avec des taux de SO2 total entre 20 et 30 mg. Et avec des vins qui se dégustent complètement différemment. C'est vraiment autre chose. Voilà. Alors le petit, je crois que j'ai une autre analyse. Bon, enfin bon, ça c'est la mise en bouteille. Hein, on est à 32. Le souci de cet engin, c'est pas très pratique, c'est long à faire brûler, et c'est pas très pratique pour les vendanges. Donc là, on est en train de faire un essai. Malheureusement, qui a été interrompu parce que j'ai mis la main où il fallait pas, pour préparer du SO2 liquide, hein, pour en avoir un peu d'avance pour les vendanges ou pour les gens qui font du fût. Parce que ça, faire brûler dans le fût, c'est absolument impossible, parce qu'en fait, le problème, une fois que la machine est chaude, ça part dans tous les sens. Donc, l'essai que je vais faire en rentrant, c'est qu'on va carrément prendre un des grands tuyaux PVC, des PVC Nicole de 4 mètres, et le remplir d'eau, mettre un bouchon au fond et en fait faire barboter le bulleur dedans pour essayer de faire de la solution sulfureuse. Actuellement, on n'arrive pas à monter à plus de 3%. Hein. C'est pareil, hein, je crois que tu montes à 2,5-3, pas plus. Hein. Il faudrait qu'on arrive au moins à monter à 5 parce que sinon on va nous dire qu'on fait du mouillage, hein, quand on met de l'eau dans le... Ou alors il faudra que sinon qu'on le fasse dans du vin. Hein, on prend un peu de vin qu'on sursulfite et puis après qu'on utilise. Donc là, on est en train de faire les essais pour essayer de rendre cet appareil beaucoup plus utilisable. Voilà. Mais il y a vraiment une piste à travailler. Hein. Il y a vraiment une piste à travailler. Est-ce qu'il y a même pas qui est déjà faite dans le commerce par barbotage? Ouais, mais là, en plus, on est du soufre. C'est pas du soufre chimique. Enfin, c'est du soufre qui n'est pas pétrolier. Là, on utilise du soufre de mine. Donc, c'est un soufre terrestre. Voilà. C'est pas un soufre de raffinage. Donc c'est vrai que c'est une autre approche. Hein. C'est une autre approche. Autre essai qu'on a mis en place, voilà, puisque voilà, ça c'est ma fifille, qui s'amuse à ramasser maintenant donc des plantes. Voilà, donc là on est sur des camomilles, là on est sur ça c'est pire sur la fougère. Donc alors ça c'est la valériane. Hein, on s'amuse à faire aussi à la maison. Donc maintenant, voilà, là, on va avancer un peu. Donc là, on était beaucoup sur les tisanes. Et en fait, les tisanes, on a un gros souci avec les tisanes, c'est que il faut les préparer au dernier moment. Et si jamais vous voulez partir sulfater ou faire quelque chose, machin, c'est pas prêt. Donc Pierrette et Sophie sont allées en formation à l'école d'herboristerie de Lyon. Et là, on part normalement cette année sur des hydrolats. Donc on s'est équipé d'un petit alambi, voilà. On l'a déballé la semaine dernière, donc il est tout neuf. Hein, je vais aussi démarrer ça avec Sophie. Donc on va partir sur des hydrolats. Alors pourquoi des hydrolats? Parce que moi je suis pas 100% pour les huiles essentielles. Je trouve que ça s'adresse à autre chose. Et dans l'hydrolat, je pense qu'on a à la fois un petit peu d'huile essentielle et un petit peu le principe des tisanes. Voilà. Et surtout on a la conservation. Donc je pense que dans 2-3 ans, Sophie sera peut-être à la place de ce micro et vous expliquera si ça marche ou si ça marche pas. Mais je pense que c'est une voie qui n'a jamais été explorée et je pense que c'est une voie d'avenir parce que je pense que c'est un bon compromis. On va lancer ça. Autre nouveauté du domaine, mais bon ça fait plus rapidement. J'ai une fille qui malheureusement est passionnée d'alcool. Voilà, donc on s'est équipé de 2 alambis. Le nouveau, ça c'est le récent, et le vieux, voilà. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire en biodynamie sur les alcools.
C'est tout à faire d'ailleurs, je pense qu'il ne s'est encore jamais fait grand-chose. Surtout sur la gestion du calendrier et de la distillation, c'est très très rigolo. Et après sur la gestion, donc là vous avez deux photos, une en tête, donc avec des alcools qui tournent à 70, et une sur des alcools de queue. Puisqu'en fait ces alcools de tête et de queue, on les met pas dans les mares. Donc il va falloir les recycler, il va falloir faire quelque chose. Et donc en fait maintenant on a mis au point un système avec Sophie de repasse. Et donc on sort, on va peut-être avoir une photo là, vous voyez les bonbonnes, je sais pas, on les voit mal, mais bon. On sort maintenant un alcool à 75 degrés et que l'on vend pour des gens qui veulent faire des macérats. Voilà. Donc c'est un alcool en biodynamie, à 75 degrés d'alcool. Ça sent un petit peu l'agneau là quand même, mais bon, c'est pas bien grave. Et là, on est en train de démarrer un partenariat avec des gens qui font des macérations de plantes dans de l'alcool. Parce que jusqu'à maintenant, ils utilisent des alcools industriels. Et donc là, on a aussi un petit marché sur nos collègues bourguignons du Nord qui mettent vous savez, sur les cuves avant les fermentations. Ils les passent un peu à l'agneau là. Et on a deux, trois collègues qui nous en ont demandé pour faire des essais, pour passer les cuves de vinification à l'agneau là avec ça. Voilà. Là, malheureusement, pour faire des alcools avec des blancs, il faut égrapper. Donc là, on a bricolé un vieil égrappoir et donc on égrappe, mais après la vendange. Bon, ça c'est plus anecdotique. Un autre, ça c'est des bulles qu'on s'est mis à faire. Ça c'est pas intéressant. Ah voilà. Le but, donc, Sophie veut pas agrandir le domaine. Par contre, on veut essayer de travailler tous les sous-produits. Donc, on a ce truc-là, c'est du tartre. Voilà. Donc, c'est du tartre de blanc. Et là, on est en train d'essayer. On a déjà fait un essai avec des amis cuisiniers. Donc, on le lave, on le sèche, on le broie très très fin et on fait des préparations pour faire des levains pour la pâtisserie. Parce qu'en fait, on se rend compte que les levains de pâtisserie, donc c'est souvent du bicarbonate, et ça marche très bien avec du tartre. Et en Allemagne, ça se fait déjà un petit peu. Et là, on a donc un ami étoilé Michelin qui est en train de faire des essais sur des pâtisseries à base de levain avec du tartre de vin. Et ça marche pas mal. Hein. On a fait des tests en fait sur des madeleines. On a fait 3 tests avec des madeleines et qu'on a laissé comme ça sur une table. Et les madeleines avec le tartre de vin, les gens ils ont tous bouffé. Et les autres ils ont trouvé nettement moins bonnes. Ça lève un tout petit peu moins. Donc on a un problème, mais le gros souci qu'on a maintenant, c'est d'arriver à le faire assez fin pour pas que ça crisse sous la dent. C'est pas terrible ça. Si vous avez un peu mangé du sable, mais on y travaille. Alors là, avec un blender ménager, faut raffûter la lame de temps en temps. Hein. Pierrette est très contente dans ces trucs-là quand je lui prends son truc et puis que je raffûte la lame derrière. Hein. Mais il y a moyen de faire quelque chose. Et puis ça, on en a tous. Hein. Là, je peux vous dire parce que c'est par gramme. Hein. C'est vraiment, c'est 1 gramme, ça fait déjà. Autre essai. On y va ? Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, vous avez 2 dynamiseurs qui tournent en parallèle. Un que vous connaissez, donc qui est celui d'Alex Modelinski, et l'autre qui s'appelle le Cosmophore, voilà, qui est mis au point par quelqu'un ici présent. Voilà. Donc on a eu le Cosmophore à l'essai pendant 1 an et demi. Je vais vous montrer 2-3 photos. Voilà. Donc là, il est en train de faire son 1. Voilà. Donc on a récupéré une petite parcelle quand Sophie est revenue parce qu'on a une parcelle de 20 arcs qu'on avait laissée, qui était un peu excentrée dans le domaine. Et donc cette parcelle était en chimie. On l'a récupérée à 3 ans. Et donc on a démarré avec Dominique en parallèle. Donc il y a 20 rangs. On fait 10 rangs avec notre dynamiseur, on fait 10 rangs avec le dynamiseur avec de Dominique. Voilà. L'essai a commencé depuis 2 ans. Hein. Pour le moment, on a fait quelques cristallisations. On le continue. Hein, puisque le monsieur Barbu que vous voyez, donc Nicolas Maillet est un voisin qui lui a récupéré le Cosmophore. Et donc on s'échange. Chaque fois qu'on dynamise, on essaie de dynamiser en même temps. Lui m'amène du Cosmophore et moi je lui ramène un peu du sien. Et l'essai, on continue l'essai. Donc je pense qu'il nous faut encore un petit moment, hein, Dominique. On va continuer. Hein, voilà, donc on va continuer l'essai. Donc Dominique a fait quelques cristallisations pour le moment. Voilà, donc voilà. Il est en résine époxy. Voilà. Alors donc forme d'œuf et surtout, mais la dynamisation par en dessous. Voilà. Donc là, à suivre. On finit sur une petite dégustation. Malheureusement, vous la verrez pas, mais on ne fait qu'un seul vin sur le domaine. Nous, c'est assez simple. Hein, on a du mal déjà à en faire un. On vinifie parcelle par parcelle, mais après on fait un assemblage.
Et on a la chance, donc cette année, on fêtait les 30 ans du domaine et on a fait une verticale des 30 ans. Voilà. Donc là, vous avez tous les millésimes faits à la maison depuis 1985 jusqu'en 2014. Voilà. Et on a tout goûté. Et c'est assez intéressant puisque donc on a demandé aux gens qui le souhaitaient donc de nous faire une synthèse. Donc il y a des gens qui ont rempli des fiches et qui n'ont et voilà donc ce qui est un peu sorti du lot. Bah, ça non mais ça c'est personnel, c'est quand on a voilà. Donc en fait ils ont distingué en moyenne 3 phases. Donc la phase avec les millésimes de 1985 à 1991. Voilà. Où là, ils ont trouvé que les vins étaient assez longélignes, les bouches étaient mûres, profil aromatique plus ou moins marqué par l'évolution. Donc là, c'est jusqu'en 91. Après, de 92 à 95, il y avait déjà une première évolution. Ils ont trouvé que les vins gagnaient en complexité aromatique et en épaisseur. Les descriptifs végétaux et fruités sont beaucoup plus utilisés. Le profil aromatique est beaucoup plus frais, au-delà des conditions d'âge. Et après, de 96 à de nos jours, je dis de nos jours parce que ça fait bien. Les vins présentent beaucoup plus de profondeur, une trame fraîche et minérale. Une trame fraîche et minérale est conservée même sur le millésime les plus mûrs. Longueur, complexité, fraîcheur et profondeur. Alors ce qui est marrant, c'est que les gens ne le savaient pas. Et ils ont sorti les 3 dates clés du domaine. Ce qui est assez rigolo, 91 et 96. 91, début de la biodynamie, 96, début du travail avec Alex Podunski et Pierre avec la 500 préparée. Donc c'est assez intéressant. Pierre, tu as goûté aussi. Je ne sais pas si c'était à peu près tes mêmes conclusions. Voilà. Ouais. Voilà. Et ben c'est à peu près fini. Simplement, je voudrais juste vous. Alors là, on sort un petit peu du cadre de la biodynamie. Je voudrais parler 2 mots de la flavescence. Voilà. En Bourgogne, on a été touché par le problème de la flavescence, et donc simplement dire aux collègues vignerons de la France entière, vous laissez pas faire. On a fait une chose absolument magnifique en Bourgogne qui s'appelait le collectif des vignerons contre la flavescence. Oui, bah toi le militant, voilà. L'avantage du collectif, j'étais pas vraiment pour parce que bon, il y avait des têtes brûlées un peu, donc 2 copains qui sont passés en justice, moi qui j'ai évité, mais bon c'était juste. Mais surtout le collectif a su négocier avec les instances et surtout a su se réapproprier la propre décision. Et ça c'était magnifique. Donc surtout ce que je vous encourage, si jamais vous avez des problèmes dans d'autres vignobles sur la flavescence, vous laissez pas faire. Vous nous contactez si jamais vous voulez des renseignements. Mais je pense qu'il faut qu'on se réapproprie nos vignes, et c'est pas aux gens du SRAL et puis de la Fredon de nous dire ce qu'on a à faire. La flavescence recule en Bourgogne d'une manière très très forte grâce à la prospection. Je crois que de toute façon sans prospection on n'y arrivera pas. Il y a une très forte mobilisation de la part des vignerons. Il faut continuer à mobiliser. Et on peut y arriver, on peut vivre avec, sans que les gens nous donnent des ordres et nous obligent à faire des traitements chimiques obligatoires. Voilà. Il y a des foyers, c'est sûr. Dans ces cas-là, il faut faire attention. Nous, on est passé de foyers à pieds isolés. Donc déjà, pour que le SRAL arrive à ça, c'est déjà pas mal. On a encore du mal à faire des traitements qu'autour des pieds touchés. Ils ont encore tendance à nous faire des communes entières. Mais bon, on a déjà fini le traitement par département entier. C'est déjà pas mal. Et donc par la négociation, les gens du collectif ont fait un boulot extraordinaire. Voilà. Je leur tire mon chapeau parce que moi j'aurais pas pu négocier, j'aurais tapé dans un gars en face. On a quand même réussi à faire muter pas mal de gens au SRAL. On en a quand même 2 qui sont partis. Donc voilà. Et voilà. Donc voilà. Je voudrais finir sur cette note d'optimiste. Essayez de défendez-vous. Vous laissez pas faire. Et de toute façon, il faut absolument qu'on se réapproprie notre métier. Voilà. Et là, la dernière photo pour vous dire que de toute façon, je pense que tout se fait grâce à la conviction. Je crois que c'est faites un travail en conscience. Je crois que c'est la meilleure des solutions. C'est ce que je dis à tous mes stagiaires. Bon, en ce moment, on a le fils d'Antoine qui taille. Il prend des décisions, c'est les siennes. Simplement, je lui demande qu'il se justifie. Après, bon, s'il est capable de me dire pourquoi il a fait ça, au contraire, je suis ouvert à tout et il faut être ouvert à tout. Mais je pense que c'est grâce au travail en conscience qu'on arrivera vraiment à faire progresser les choses. Voilà. Je peux pas...